Mon texte s'intitule « Le Comintern et son héritage ». Ce sera surtout cette troisième partie qui sera, j'espère, la plus intéressante. Parce qu'il y a beaucoup d'études sur le Comintern, donc la structure, le développement sont bien connus après le moment où la majeure partie, pas tous, mais la majeure partie de documents de Moscou ont pu être consultés par les historiens. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose à souligner dans la ligne de ce que hier disait Stéphane Courtois. Vraiment, Lénine a été un génie pour l'organisation de la révolution. Cela, cette habileté, personne ne la met en cause. Mais d'autres génialités n'étaient pas tellement sûres. Ce matin, on a évoqué la guerre avec la Pologne, les problèmes, le succès de l'armée rouge face à l'armée polonaise. Mais il faut là, par exemple, se souvenir qu'à un certain moment où le bolchevique avait rejeté l'avance sur Kiev, il y a eu une médiation anglaise qui offrait de très bons résultats pour Lénine et pour la Russie. Mais, comme on l'a déjà dit, Lénine ne comprenait presque rien à la guerre. Ça, c'est une chose sur laquelle il a lui-même insisté. Et la guerre en elle-même ne lui intéressait pas. Ce qu'il voulait, comme on a expliqué ce matin, c'est aller jusqu'à Varsovie, après à Berlin, et faire les premiers pas pour la constitution de la République socialiste fédérative mondiale. Mais il y a eu la réponse de l'armée polonaise et le résultat final de la guerre ont été bien plus négatifs pour la Russie que si elle aurait accepté la médiation anglaise. Je pense que cela est assez intéressant parce que cela nous explique très bien les positions de Lénine face à l'internationalisme et à la révolution mondiale, et en même temps nous fait penser, comme le dit provocativement Stéphane, et moi je le répète très souvent, bien sûr, Staline était un politicien bien plus aigu que Lénine. C'est-à-dire que Lénine, on peut dire qu'il y avait l'utopie. En lui, il y avait cette utopie de la révolution mondiale. Il rêvait et il pensait. En plus, l'un des caractères des utopies est toujours la simplicité. Les choses sont comme ça, arrivent d'une façon toute naturelle. Par exemple, quand il disait on fera des partis communistes lesquels prendront le pouvoir dans leur pays. Et comment? Bon, c'est comme nous, c'est pas compliqué. La phrase de Lénine, c'est pas compliqué. Bon, on a vu que le fait de prendre le pouvoir pour un parti communiste n'était pas tellement facile et qu'en Europe, quand même, s'ils ont pu prendre le pouvoir durablement, ça a été grâce à l'Union soviétique, pas à cette sortie des champignons que de l'herbe. Je pense que cela, la Comintern, la structure du Comintern est à l'origine du Comintern de Staline, mais les positions sont bien plus simples et bien plus utopiques. Il avait fondé l'Internationale, la Troisième Internationale, en répondant à des critères. D'une part, il y avait le constat de l'échec de la Seconde Internationale en 1914, lorsque chacun des partis membres avait appuyé la guerre impérialiste, une attitude qui impliquait pour Lénine une trahison évidente du socialisme et atteignait les sommets de l'opportunisme. Le second consistait à assumer le fait que c'était la guerre impérialiste elle-même qui dictait la stratégie adoptée par les partis révolutionnaires. Une fois posée cette prémisse en Russie, et en tenant compte
dès que les masses, entre guillemets, avaient condamné la trahison social-démocrate, s'ouvrait la perspective d'une série de révolutions visant à établir un pouvoir soviétique généralisé étendant à chaque pays les modèles de la révolution d'octobre. Bon, commencer à cette mise à problématique aussi manichéenne correspondit une mise en œuvre extrémiste, très souvent barbare, afin de parvenir à l'extermination des anciennes classes dominantes. Sans les modalités concrètes de son application plus tard par Staline, à la formation du bloc soviétique, le schéma basique de prise de pouvoir et l'extermination de l'ennemi de classe. Cela se trouve déjà dessiné dans le cadre de l'internationalisme de Lénine. Pour cela, il y avait bien sûr, et cela c'était très commun avec l'avenir stalinien, il faut un parti comme le parti bolchevique, un parti mondial, mais qui suit la discipline et la hiérarchie du parti russe. L'internationale communiste, écrivait Lénine, doit se convertir à une internationale de fait, à une internationale qui dirige les luttes communes et quotidiennes du prolétariat révolutionnaire de tous les pays. Bon, cela a été plutôt facile dans les premiers temps, si l'on pensait que l'avenir était un avenir à brève échéance dans lequel les révolutions sortiraient les unes après les autres. Mais comme on le sait, ces révolutions ne sortirent pas. Et avec cela, on passa d'organiser la révolution à s'organiser en attente de la révolution. Et avec cela, l'international devint un corps, un ensemble bureaucratique, toujours plus lourd, toujours plus complexe, et avec une paperasse qui n'était pas une nouveauté dans l'histoire. Elle ressemble beaucoup, dans certains aspects, aux monarchies absolues, dans lesquelles il y a beaucoup de compartiments étanches, et la volonté des pouvoirs est très claire. On veut avoir un seul pouvoir qui se transmet partout, des informations qui arrivent aussi de partout, mais qui n'arrivent pas. Il n'y a pas le système informatique pour les faire fonctionner. Et dans cette circonstance, il y a toujours des éléments qui manquent, des informations qui se répètent. Et cela, dès que l'on visite les archives de l'Internationale communiste à Moscou, on le voit, c'est l'empire de la paperasse. Ce sont des rapports qui ont été, par exemple, publiés en français, qui doivent être traduits en russe, en allemand, en anglais. Et après, je ne sais pas pourquoi, on a fait plus de copies pour tous les gens qui doivent assister à une réunion, même si dans cette réunion de 40 membres, ce sont 2 membres qui décident, Dimitri et Malvesky. Donc, de ces premiers instants, surtout après 1924, l'international oublie, disons, l'élan romantique et devient une bureaucratie très lourde. Cette bureaucratie va changer de cap avec Staline, que tout de suite, avec tout le respect qu'il doit à son maître, souligne que le temps de la révolution pour demain n'existe pas et qu'il y a, il écrit déjà en 1924 la théorie universelle du triomphe de la révolution dans les principaux pays de l'Europe a un caractère artificiel, mais en même temps, il y a la possibilité de la victoire du socialisme dans un seul pays. De cet instant, l'international change de cas peu à peu et devient cette énorme bureaucratie, mais orientée vers un autre but. Ce but est satisfaire, aider aux propos de la politique extérieure de l'URSS. Cela, on le voit dans les années 30 d'une façon très claire. La structure alors devient un peu plus souple. Peut-être l'élément qui rend plus souple cette structure, ce sont les radiogrammes, parce que d'abord, vous imaginez, il y avait un problème dans un parti, par exemple, dans les partis français. Mais peut-être c'était un problème du parti français qui consultait à Moscou. Mais il y avait la possibilité que les problèmes étaient soulevés de Moscou. Et
peut-être les problèmes, ce n'était pas un grand problème. C'était quelque chose que l'ex-inquisiteur de Moscou, Manuilski par exemple, décelait. Par exemple, il y a une information sur le communisme en Malaisie. Pour le malheur, le français avait l'humanité. Je ne sais pas si le malheur continue, je pense qu'il continue, mais à cette époque-là, l'humanité était une catastrophe pour les communistes français parce que l'international suivait tous les pas et tout ce qui était publié. En Espagne, comme personne ne savait l'espagnol, je pense qu'on pouvait même ignorer de manifestes comme celui de 1935, du Front populaire de mai 1935 de l'International, on pouvait presque l'ignorer parce qu'il n'y avait qu'une journaliste, qui était la secrétaire de Passionaria, qui est devenue dans les années une bonne amie à moi, et qui me racontait, c'était Dimitrov qui lui disait « lis-nous quelque chose de l'Espagne ». Alors elle prenait les journaux, 3 ou 4, pas tellement, et essayait de leur raconter ça. Donc, mais dès qu'ils avaient les données, les interventions étaient immédiates. Par exemple, une nouvelle sur le communisme en Malaisie, que je ne sais pas si c'était hétérodoxe ou terrible ou quoi que ce soit. Bon, après, il y a l'instruction. On doit avoir tous les antécédents de cela pour éviter une répétition. Et alors, on voyait, les communistes français devaient regarder à l'humanité qu'est-ce qu'ils avaient dit sur la Malaisie dans le passé. Ou que Maurice Thorez, un beau jour, parle de la patrie socialiste. Dit que le communisme est en faveur de la patrie. Manuilski lui dit, non, mon cher, la patrie n'est pas à nous. Et il fait la distinction entre deux sens du mot patrie en russe. Et il lui dit, tu dois, il insiste sur Fried et sur Thorez, il faut supprimer ce mot dans votre discours de Bill Urban dès qu'il sera publié. Donc, c'était regardé à la loupe. En plus, il y avait, après un certain moment, les cadres. Les cadres, c'est que tout le monde, tout communiste qui passait par Moscou, bien sûr, les partis devaient informer sur les gens qu'ils recrutaient et qu'ils mettaient à leur poste, mais s'ils passaient par Moscou, ils devaient faire une autobiographie. Et cette autobiographie servait à la promotion, mais après, il a pu servir pour les purges, parce que toute erreur était considérée comme une infraction aux règles et comme un comportement anticommuniste. Donc, disons, c'est une poivre, une grande poivre qui prend le contrôle des partis et des individus. Ça, on l'a vu à la guerre d'Espagne, et cela, en principe, donne à l'action de l'international de quel est intéressé dans un problème, comme le problème de la France ou le problème de l'Espagne dans les années 30, ou le problème de la Chine dans un autre moment, lui donne des possibilités très différentes d'action. D'une part, quelquefois, dès que Staline et après Dimitrov avec lui reçoivent des informations suffisantes, alors c'est les choix rationnels qui s'imposent. Par exemple, la défense de la République en Espagne. En principe, la défense de la République, c'est une défense des intérêts de l'URSS. Et c'est par cela qu'on n'établit pas la solidarité tout de suite, parce qu'il y a la non-intervention, et on peut dire que Staline est généré, mais jusqu'à une certaine limite. Donc, pour lui, ce qui importe, c'est la politique extérieure soviétique. Après, il essaye de défendre l'Espagne, la République espagnole, et ça, il le fera jusqu'à la fin. Mais en même temps, il y a tous les éléments du stalinisme de grand procès qui se tiennent juste au même moment. Et alors, il y a la chasse aux trotskistes, tout un élément de sectarisme et même de criminalité dans les politiques du Parti communiste forcé par l'URSS en Espagne. Donc, ce sont ces deux versants qui, en plus, et je pense, pousse à Staline à dessiner les premiers projets de démocratie populaire, parce qu'il sent que le contrôle de l'Espagne n'est pas suffisant pour lui, que les trotskistes sont par là, et d'ailleurs ils survivront. C'est une chose, on le voit, des personnes persécutées en URSS, il n'y a pas trop de personnes qui aient survécu, tandis que les trotskistes espagnols
sont restés pendant des décennies à protester contre leur persécution. Mais dès qu'il a vu que son contrôle n'était pas absolu, il a décidé, il esquissait un plan qui était intéressant pour l'avenir. D'abord, accepter la démocratie, mais la démocratie comme modèle formel et comme instrument pour acquérir l'hégémonie, le contrôle de la situation. Donc, ce seraient des élections avec des candidatures uniques, comme il y aura plus. Et dans ces élections, il y aura des gens de milliers, on essayera de les faire transversales, mais sans que les éléments non communistes aient la moindre possibilité d'influencer. Une fois constitué ça, un nouveau Parlement, et d'ailleurs un gouvernement qui ne sera pas communiste, mais qui sera sous contrôle communiste. Je pense que c'est le chemin qui est esquissé par Staline à la fin de 1937 et qui se développera après 1945. Dans ce cadre, bien sûr, il insiste plusieurs fois sur la non-viabilité du projet révolutionnaire de Lénine. C'est une chose qui choque parce qu'on voit qu'il répète plusieurs fois des choses qui étaient déjà connues par les siens. Et par exemple, il dit le parti mondial de la révolution est impossible parce qu'il impliquait une hiérarchie dans les distributions des pouvoirs et dans les fins qui n'est pas possible, qu'on ne peut pas établir. Et la succession d'observations critiques dans les journaux tenus par Georgi Dimitrov précise cette opposition qui, à partir du rôle central de la patrie du socialisme, allait aboutir à la critique ouverte du volontarisme révolutionnaire de Lénine. Le 25 octobre 1939, Staline considère que les bolcheviks, c'est-à-dire Lénine, surestimèrent la situation pendant la première guerre impérialiste, c'est-à-dire après les triomphes d'octobre. Première conséquence, la révolution imminente n'aura pas lieu. Dimitrov en tira la conclusion, l'appareil centralisé du Comintern est devenu un obstacle. Alors, quel était le modèle de Staline à ce moment? C'est curieux, il le raconte carrément dans une réunion avec ses collègues, avec ses subordonnés, le 7 novembre 1937. Le modèle, c'était l'Empire tsariste. Ouvertement. Non. Pourquoi? Parce que l'Empire tsariste, bien sûr, était méchant dans certains de ses aspects, mais il avait bâti un grand empire pour la Russie, qui allait de l'Europe à la péninsule de Kamtchatka. Et cela était absolument fondamental, jusqu'au point qu'il justifie la persécution des ennemis du peuple parce qu'ils détruisent l'unité du parti et du peuple russe et vont contre ces objectifs fondamentaux de signe impérialiste. Et vraiment, on sait que la politique de Staline, après 1937, les pays baltes, la Finlande, la Pologne, on peut connaître les effets, était déjà dans la tête de Staline. Bon, après ça, il y a à ce moment-là déjà un autre versant de la critique à l'international, c'est lorsque Staline déclare que l'international, il l'a dit à Dimitrov, est devenu un nid d'espions. Alors, comme elle est devenue un nid d'espions, ce sont les purges qui commencent et un peu partout. À celle-là, c'est pas très facile de savoir qui tombe et pourquoi. Le résultat, c'est un communiste autrichien, Ernst Fischer, qui l'établit. La terreur frappait comme un aveugle. Bon, qu'est-ce que ça... Bon, après, l'agonie de l'international ne nous intéresse pas. Elle finit en 1943. Et on peut dire, alors, l'international, la Comintern est finie. Je pense que pas du tout. L'étiquette est finie. Mais la logique de l'international et le système de pouvoir élaboré par le stalinisme est toujours là. Et cela, c'est clair dans les cas de démocratie populaire. Les démocraties populaires sont établies comme des régimes indépendants, mais dont tous les ficelles du pouvoir dépendent de l'URSS. Cela est clair. Et
Bon, à quoi bon l'international, avec toutes ces paperasses? Bon, à quoi bon Manwilski, à quoi bon Dimitrov? Ce sont directement des instruments bureaucratiques de l'État soviétique qui contrôlent, qui décident sous la coupole du pouvoir de Staline et après de ses successeurs. Et pas seulement, ce qui m'intéresse de souligner, c'est que c'est une histoire qui ne finit pas seulement, disons, dans les années 50. On l'a vu quand cette subordination ne marche pas, alors il y a l'invasion militaire en Hongrie 56, à Prague 68. Mais, disons, les histoires ou les chroniques s'arrêtent, à mon avis, un peu trop sur les affaires, les grandes affaires, je ne sais pas, Imre Nagy a fait ça, Kadar a fait ça, Dubček a fait ça, toute l'histoire événementielle. Mais ce qui m'intéresse de mon point de vue ici, de la continuité de l'international, c'est de voir comment les rapports de pouvoir sont les mêmes. Par exemple, dans la conversation au château du Kremlin, où au mois d'août 68, Brejnev explique à Dubček qu'il a dû l'envahir, il a dit « notre Sacha ». Il traitait toujours, il y avait des rapports d'amitié et inamitié entre tous les deux. D'une part, il traitait toujours notre Sacha en soulignant le caractère philo-soviétique de Dubček. De l'autre côté, Dubček évitait toujours les baisers de Brejnev. Il amenait toujours des gros bouquets de fleurs pour éviter que Brejnev arrive jusqu'à lui. Et dans ce rapport, il lui dit « Mon cher, notre Sacha, qu'est-ce que tu as fait ?» Il avait coupé des liens avec deux éléments fondamentaux de la solidarité internationaliste, c'est-à-dire de la subordination radicale à l'URSS. Les premières, c'est complètement faux, mais Brejnev le sentait ainsi. L'URSS ne tolérait pas les moindres dangers pour la position géopolitique qu'elle avait acquis en 1945. C'est-à-dire, c'était un peu plus tard, 1948, mais cette position hégémonique qui avait coûté la vie de tant de millions de soviétiques devait être maintenue à tout prix. Aucune réforme, la réforme yougoslave n'allait pas dans cette direction, aucune réforme ne pouvait pas créer des problèmes. Et l'autre question, l'autre faute de Dubček, c'est, à mon avis, encore plus intéressant. Il lui dit, mais mon cher Sacha, tu aurais pu désigner tous les cadres, tous les dirigeants que tu aurais voulu, mais tu aurais dû nous consulter. C'est-à-dire, la désignation des cadres dirigeants d'un parti de démocratie populaire dépendait directement de Moscou. Pourquoi ? Parce que sans ces cadres, les partis pouvaient devenir, comme Dubček l'a essayé, absolument autonomes. Et cela n'était pas possible. Donc, c'était et une autre chose qu'on les voit, je vous le raconterai, mais vous pouvez l'imaginer, la structure de communication, sauf que le téléphone est devenu le point de communication, l'élément de communication le plus courant, la communication est absolument la même entre les chefs de parti et Brejnev, entre les comités de direction de parti et les politbureaux, les visites de contrôle, les visites des partis forcés par Moscou pour recevoir des informations et des directives, et même les visites impromptues, les visites subites des dirigeants communistes de Moscou, comme on le faisait avant 1936, pour voir ce qui s'est passé. C'est même Kosygin qui se déplace à un balnéaire tchèque, à Karlsbad, pour savoir qu'est-ce qu'il se passe. Donc, il y a une continuité absolue. Bon, l'affaire tourna très mal politiquement, mais sans les morts de purge des années 50. Mais avec cela, je veux finir mon exposé. L'effet, c'est que les vieux procédés, on sait maintenant qu'ils sont réapparus
après les années 50. Les cas les plus importants, les cas les plus flagrants, on les connaît depuis très peu de temps. C'est la fille d'Enrico Berlinguer, le dirigeant communiste italien, Bianca Berlinguer, qui l'a expliqué. Quelques mois après avoir prononcé son rapport hétérodoxe sur les compromesso storico, Berlinguer rend visite à la Bulgarie. Et bon, un camion sort d'une rue, écrase la voiture, l'interprète meurt, les chauffeurs meurent, Berlinguer survit, les Bulgares lui offrent 2 jours de repos à Sofia, il dit non, merci, je m'en vais. Mais donc, il y a cela que je pense que cela m'a amené à chercher d'autres cas. Et nous avons le cas de Togliatti en 1951, qui avait rejeté l'offre. L'offre, c'était une exclusion de diriger les moribonds comme informe pour laisser la direction du Parti communiste italien. Togliatti a écrit alors que c'est dur de s'opposer à Staline. C'était très dur parce que dès qu'il est arrivé pour des soins médicaux à Moscou, les camions de service tombent sur lui. Et c'est la même chose. Après, j'ai vu l'histoire d'un communiste moyen, important du point de vue régional, qui avait commis dans les années 30 une hérésie de mettre en doute les services d'assistance aux émigrés de l'URSS. Bon, il s'en va, il échappe, il va à la guerre d'Espagne, il devient le commandant de Carlos, un fameux chef militaire, mais après, un beau jour, il est obligé, après la guerre, à revenir à Moscou. Et paf, les camions. Il écrit d'une façon très, très claire, le NKVD n'oublie pas. Mais après, il y a des cas de corrélation. Je pense qu'il y a des soupçons, on ne peut pas rien établir, mais vous savez, il y a presque une coïncidence entre les morts de Maurice Thorez et de Togliatti. Et Togliatti meurt en juillet, au mois d'août. Je pense que c'est au mois d'août de 1964, après avoir discuté avec Brejnev à Moscou et avoir montré son désaccord sur la condamnation de la Chine et de son polycentrisme. Un mois plus tôt, c'est Thorez qui meurt. Bon, il n'y a pas aucune preuve, les soviétiques n'ont pas fait un communiqué sur cela, non? Mais les choses sont assez claires. Quand il y a le funérail de Togliatti, c'est ma dernière phrase, il y a le funérail de Togliatti à Rome, Brejnev arrive et peut-être le sous-conscient lui fait revenir sur l'attentat de Togliatti de 1951. Et c'est alors que le communiste italien commence à s'interroger sur ce qui s'est passé. Et un peu, l'attentat a été éclairci par une conversation entre Staline, Pietro Secchia, qui était un pro-stalinien italien, et le bon vieux Beria. Et après avoir raconté ça, bon, ça a été un accident. Beria fait le commentaire, on sait bien comment cet accident sont préparés. C'est là. Et bon, si Beria l'a dit, il faut... Bon, je pense que c'était quelque chose d'ouvert. Et qu'est-ce que cela nous dit? Zdeněk Mlynář, c'était le théoricien du printemps de Prague, disait les gens de Moscou, ce sont une bande de gangsters déguisés en internationalistes. Mais on voit qu'en plus de bande de gangsters, il avait d'autres virtuosités dans leur mode de comportement. Merci.